Il y a un message qui vient de Douige, je crois, Douige en Angola. Les responsables de là ont envoyé leur message. Nous demandons à notre interprète de décortiquer les messages afin qu'il puisse nous les faire découvrir avec autorisation du président des séances. En tout cas, la deuxième personne ici, et puis nous passons ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Je suis le professeur Massonsa, directeur général du Centre d'études et de recherche sur les valeurs africaines. J'ai 3 questions. La première est adressée au professeur Lututul Mompassi. Vous avez parlé de Mouride. Et moi-même, j'ai séjourné longtemps à Dakar. J'étais à Touba, j'ai vécu là-bas. Et je voudrais vous poser la question. Que pensez-vous de Baïfal? La première question, que pensez-vous de Baïfal? La sous-question est que les Mourides sont arrivés ici en RDC depuis les années 1940. Pourriez-vous nous dire quelles activités, à votre avis, ils ont développées ici au Congo? Je sais, mais j'attends aussi votre réponse. Ma deuxième question s'adresse au professeur Martin Kalulambi Pongo. Je voudrais savoir quelles sont les activités lucratives exercées par les kimbanguistes au Canada. Parce que si nous reprenons l'exemple des Mourides, et vous avez dit effectivement qu'il y a des activités qui ont été développées. Ils ont dépensé 70 000 $. Vous avez vous-même dit c'est beaucoup. Alors on aimerait savoir quelles sont les activités lucratives que nos frères kimbanguistes du Canada exercent. Ma troisième question s'adresse au professeur Kabengele. Bien entendu, professeur, nous voudrons savoir ce que c'est la confrérie Candomblé. Que pensez-vous vous-même de ce que vous avez appelé Candomblé au Brésil? Est-ce que les Candomblés constituent une sorte de secte, ordre ou confrérie? Et qu'est-ce que l'on fait à l'intérieur de ces Candomblés? En sachant bien que le professeur Théophile Obenga, ici présent, et tout le monde ici comprend bien que lorsqu'on parle de on est déjà dans l'Égypte pharaonique. Et donc, cette référence est tout à fait intéressante. Pourriez-vous nous expliquer ce que c'est le Candomblé? Merci. Ici au milieu, Papa José Diangenda. Merci beaucoup. J'espère bien que vous avez déjà mon nom. Je me nomme Diangenda Joseph. J'ai naturellement des questions. Premièrement, c'est lié au thème principal de la conférence internationale sur le Papa Simoni Kimbangu. L'homme. Il y a 2 points qui m'intéressent, l'homme et sa contribution au processus de la libération de l'homme noir. Bien avant, je me posais 1001 questions, comment est-ce que l'homme sera défini? Mais j'étais pour moi très à l'aise. Le jour de l'ouverture, le professeur Elikiam Bokolo avait bien défini comment est-ce que nous allons, soit les conférenciers ou les intervenants, doivent définir l'homme. Il avait dit, qui est Simon Kimbangu? Qui est enfin Simon Kimbangu? Ce qui veut dire, c'est le pourquoi. Depuis hier, je puis constater que la méthodologie employée pour cette conférence, c'est l'approche comparative. Mais sauf que cette approche, à mon humble avis, elle n'est pas concluante. Pourquoi? Parce que vous présentez les faits, vous présentez la situation, mais sans pour autant donner une position à vos qualités de chercheur. Et
Et les intervenants ont plus tendance à définir d'autres, mais sans pour autant donner les éléments nécessaires à la personne, l'homme de Kimbangu. J'étais très émerveillé lorsque le professeur Théophile Obenga avait intervenu. Il nous a au moins donné quelques qualificatifs de l'homme. Il a situé cet homme en tenant compte de son domaine, l'histoire. Il est connu, l'homme est identifié par son nom. Or, le nom est attribué à la personne dès le premier jour de sa naissance. Donc, pour qu'on puisse identifier la personne, c'est par son nom, on attribue à son visage. Mais nous constatons à une personne qui n'a jamais existé, mais son nom avait un impact influent dans une société donnée. Alors, la question que je voulais vous poser, si le professeur, le président de la conférence, nous a quand même orienté pour que nous puissions définir, soit parler en posant le pourquoi, mais dans nos interventions, nous voulons poser les comment. C'est la question que je voulais poser. Pourquoi poser la question fondamentale au comment au lieu de parler du pourquoi? La deuxième question plutôt c'est lié à la libération de l'homme noir. Hier, la première intervenante avait parlé de la libération de l'homme noir. Il a expliqué. Le docteur Ramona a souligné un point très capital pour dire que nous ne pouvons pas penser qu'aujourd'hui l'homme noir est libre. Alors j'aimerais bien poser la question aux intervenants. Sa contribution au processus de la libération de l'homme noir. D'après vous, l'homme noir est libre ou non? S'il est libre, comment? S'il n'est pas encore libre, pourquoi? J'ai dit et je vous remercie. Merci. Nous passons ici à ma droite. Non, il y a celui-là. Ah oui, devant toi là. Tiens le micro, papa. Tiens le micro. Droit au but, comme l'a fait José. Merci de m'avoir accordé la parole. Je me présente Patrick Wakala, chargé de mission cabinet spirituel en matière culturelle. Ma question s'adresse au professeur Kabengele. Vous savez que j'aime beaucoup la culture, comme l'a dit le Paul Sédar Senghor. L'Afrique n'a pas un problème politique ni économique, mais culturel. C'est comme ça que je pose ma question au professeur Kabengele. Professeur, voudriez-vous me dire ou me donner des idées, entre nous soit dit, comment peut-on faire pour organiser un festival de l'enfant kimbanguiste? Parce qu'on avait déjà organisé la première édition, mais jusque-là, il n'y a pas vraiment... l'activité, entre nous soit dit, n'était pas vraiment organisée avec une flexibilité de forme. C'est comme ça, quand vous êtes là, vous êtes mieux placé à parler de la culture, raison pour laquelle je vous pose la question de savoir comment peut-on faire pour organiser un festival de l'enfant kimbanguiste. Je dis et je vous remercie. Très bien. Les deux derniers, nous avons là, mademoiselle là, tu es là, là-bas, et puis on prendra, ah, il y a une dame, hein? Oui, c'est Papa Kalonzo, je crois. Et puis nous prendrons la dame, waouh, parmi 5 hommes, il y a une dame, vous comprenez le gender, comprenez. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voudrais m'adresser à monsieur Martin Kalulambi, qui nous a parlé du déploiement et reconfiguration identitaire de la diaspora kimbanguiste au Canada. J'ai beaucoup aimé comment il nous a donné les informations sur l'implantation de l'église kimbanguiste au Canada et quelques actions menées qui montrent la visibilité de l'église kimbanguiste au Canada. Mais j'aurais voulu que M. Martin puisse nous dire aussi, en termes de la mission première de l'église, qui est de gagner les âmes, ceux qui sont partis au Canada, dont il nous a parlé, en termes de cette mission que je viens de dire,
combien de natifs de Canada on a pu gagner en termes de statistiques, si vous avez quand même pu vous appesantir là-dessus, puisque les autres aspects que vous avez évoqués, c'est vrai, c'est la visibilité matérielle. Mais ce qui est important, c'est nous dire si l'évangélisation a réellement réussi ou c'est tout simplement une communauté congolaise donc au Canada. Voilà ce que j'avais comme préoccupation, puisque une bonne partie a été évoquée aussi par notre ami qui venait de parler. Comme j'ai vu le professeur Théophile Obenga qui a parlé hier, effectivement, j'aurais voulu qu'il atterrisse, puisqu'il nous a donné le portrait robot d'un grand homme, mais il aurait fallu qu'on puisse aussi nous parler dans ces grands hommes un certain échelonnement pour voir que tous les grands hommes ne sont pas les mêmes, mais il faudrait qu'il y ait aussi l'échelle des grands hommes. Mais il a déjà abordé cet aspect. Voilà, merci, c'est ce que j'avais à demander. Oui, c'est Madame qui a la parole. Comme nous avons dit que c'est la 6e personne, deuxième série, Thank nous allons vous accorder la parole. you. With due respect to the Chief Spiritual Leader, Simon Kimbangu Kiangani, thank you for giving me the chance to be able to contribute. I just want to refer to Professor Obenga's presentation yesterday, which was so inspiring. There were some statements that he actually touched on. And one of the statements that I was very, very impressed about was his statement where he said Simon Kimbangu fought for the countrymen, the Congolese, and he fought for the entire humanity. And the entire humanity is us people coming from different countries, and I'm Zambian. I follow the presentation of the person that's coming from Canada. I'm sorry I missed his name. But there are certain things that he has touched on in Canada. And one of the things that I just touched on, because I was missing the translation, was that one of the identities for the Kimbangist Church in Canada is Lingala. And I find Lingala itself to be a barrier in my country to development in terms of Simon Kimbangu, because people associate us to be Congolese. We appreciate other cultures, other things that go along with our faith, that we appreciate. But language itself, it's something that we've seen as a barrier. And following the presentation for yesterday, where we know that Kimbangu fought for the entire community, for the entire humanity, I am not so sure that we should really take the language as an identity. I am very happy to speak Lingala, and I've learned Lingala specifically because of me talking direct to Son Eminence Simon Kimbangu Kiangani, and to be able to understand the people. But I don't take it as an identity. I still follow what Papa Kalonzo said, to say that the people who are living in Canada, are they native Canadians, or they are Congolese people who have settled there and you feel comfortable to speak Lingala in terms of moving forward, or there are also Canadians there that you are teaching Lingala so that they are able also to help on the mission. I just want you to make a clarification on how the language becomes an identity in terms of this person who is a fighter for the Congolese people and the entire humanity. Thank you. Voilà, les 6 personnes, maintenant nous remettons la parole au président de séance pour qu'on réponde aux 6 premières questions. Bon, je passe la parole au professeur Bernard, qui a été le premier à être interpellé. Puis dans l'ordre des questions, nous passerons aux autres expositeurs. Je vous en prie. Merci, Monsieur le Président. Je terminerai par le professeur Mansansa et je voudrais commencer par Monsieur Diangenda et l'autre compatriote dont j'oublie le nom, je m'excuse, qui a fait une remarque méthodologique. Pour dire que je crois que nous sommes en train de toucher là un problème de fond. Nous sommes ici dans une conférence internationale et la conférence internationale, si vous regardez votre programme, a des sous-thèmes.
Et nous traitons du sous-thème Kimbanguisme et diaspora africaine. C'est le sous-thème qui nous a été attribué. Maintenant, la question, est-ce que ça a un lien avec l'homme, son œuvre, sa contribution? J'ai dit oui. J'ai dit tout à fait oui. Il faut qu'on fasse cet effort de ne pas enfermer Papa Kimbangu dans son moment historique. Le kimbanguisme s'arrêterait. Il faut qu'on fasse un effort pour qu'on puisse justement, au-delà de son œuvre, voir comment cette œuvre se reproduit sous d'autres cieux et comment cette œuvre doit se poursuivre. Ça, c'est la question qui est posée. Et si on escamote cette question, je pense que nous sommes en train de ne pas rendre justice à Papa Simon Kimbangu. Quand il dit qu'il veut libérer l'homme noir n'est pas seulement au Congo. L'homme noir, il est partout. Et donc, c'est cet effort-là de compréhension du message du prophète, de l'application de ce message à travers le monde, que des non-théologiens, des non-historiens sont en train de faire pour essayer de comprendre comment ce message a été vécu sous d'autres cieux. Et je crois que ça, c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. L'approche méthodologique, je crois l'avoir dit, il ne s'agit pas de vouloir remplacer le kimbanguisme par les autres mouvements religieux dont on parle. Il s'agit de voir dans ces autres mouvements quels éléments on peut tirer pour justement contribuer à asseoir davantage, à répandre davantage le kimbanguisme. Et ça, c'est le travail que nous sommes en train de faire, nous qui ne sommes pas historiens. Et je crois qu'il faut faire cet effort. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut faire cet effort de se projeter au-delà du moment historique pendant lequel Papa Simon Kimbangu a vécu et décoder son message pour que cette église devienne véritablement une église universelle et une église qui résiste à travers les temps. Si nous ne faisons pas cela, je crois que ça serait vraiment, vraiment dommage. Et je suis content de la réaction de notre sœur qui vient de la Zambie. Bon, mon collègue Kalulambi va lui répondre. Mais quand elle dit, c'est bien d'utiliser le lingala, n'est-ce pas, pour essayer de fédérer les différentes communautés nationales de l'église kimbanguiste. Mais elle dit qu'en Zambie, le fait d'utiliser le lingala dans les pratiques religieuses, dans les sermons, etc., ça ne les avantage pas. Elle dit qu'elle ne se retrouve pas finalement quand on utilise le lingala, si j'ai bien compris ce qu'elle dit. Et donc ça, c'est des questions de fond qui se posent. Comment faire en sorte que le message kimbanguiste puisse passer sous d'autres cieux où on ne parle pas lingala, puisse passer sous d'autres cieux où on ne parle pas français, etc. Donc, c'est des questions de fond si nous voulons que l'œuvre de Papa Simon puisse se perpétuer. Nous devons faire cet effort, je pense. Alors, cette remarque étant faite, professeur Mansansa, ce que je fais de l'autre confrérie, sans doute moins que ce que je sais du mouridisme. Je n'étudie pas les religions ou les confréries islamiques, c'est pas ça mon propos. Je voudrais pas connaître tout ce qui se passe chez d'autres confréries. Moi, je fais une comparaison par rapport au mouridisme, parce que le mouridisme a des ressemblances que j'ai observées avec l'église kimbanguiste, et je voulus donc en tirer quelques leçons sur ces ressemblances-là. Les autres, bon, peut-être que je pourrais m'y intéresser un jour, mais pour le moment, c'est pas mon propos. Alors, qu'est-ce qu'ils ont apporté au Congo? J'ai dit, les 3/4 des mourides sont des commerçants. Si vous allez à Barumbu, là, nos frères qui font les commerces là, beaucoup d'entre eux sont sénégalais. Et donc, je crois savoir que à travers les affaires qu'ils réalisent dans notre pays, on peut estimer qu'ils apportent une petite contribution. Mais là non plus, bon, moi, c'est peut-être ça une autre dimension de la chose. Hein, quelle est la contribution des Sénégalais à l'économie congolaise? C'est toute une autre thèse. Hein, c'est tout un autre travail de recherche à faire. Pour le moment, je ne suis pas encore, et je ne pense pas que ce soit, pour le moment, ce n'est pas mon intérêt en tout cas. Mais je sais qu'ils sont là, je sais qu'ils sont très actifs économiquement.
je sais que, par exemple, bon, il y a un certain temps, il y a l'islam qui s'est implanté ici et qui apparemment a tendance aussi à prendre un peu d'espace. Et je peux comprendre qu'il y ait certainement une certaine influence de ces mourides dans l'expansion tant soit peu de l'islam. Mais ça, je n'ai pas encore étudié la chose, donc je ne peux pas plus m'avancer que ça. Voilà. Chers collègues, bon, votre question porte sur les activités lucratives exercées par les kimbanguistes du Canada. Bon, au début de mon exposé, je vous ai d'abord dit que ce papier reposait sur une série d'enquêtes que j'ai menées auprès de membres de la communauté. Et dans ce genre de démarche, il est toujours très difficile d'arracher toute l'information possible dont on a besoin auprès de membres. Et dites-vous bien d'abord que ces enquêtes, les entretiens que j'ai eus ont été faits de manière beaucoup plus collective qu'individuelle. C'est seulement à la toute fin de mon investigation que j'ai pu contacter les gens individuellement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, moi-même étant non-membre de l'Église, face à ces personnes qui ont bien accepté de me parler de l'Église, des activités qu'ils font, il y avait de la difficulté à avoir tout ce dont j'avais besoin comme information pour élaborer mon papier. Mais alors, il faut quand même situer tout ça dans le contexte. Ce que les balbutiements de l'Église kimbanguiste au Canada ont commencé avec les jeunes stagiaires, comme je vous ai dit, les gens qui étaient en formation. Et ceux qui ont tenté d'abord une première expérience de constituer la communauté culturelle kimbanguiste, suivi par d'autres qui sont arrivés dans les années 90 avec l'église de Jésus-Christ sur la terre par Simon Kimbangu. Ce gens-là, comme il n'y avait pas beaucoup de membres, en tout cas avant 90, il n'y avait pas plus de 60 personnes, de 60 Congolais au Canada, il n'y en avait pas. Alors, ce gens-là, je peux supposer que peut-être pour fonctionner, ils ont eu recours à des subventions de l'État. Je ne suis pas certain s'ils en ont eu, mais c'est facile à trouver parce que la loi sur l'accès à l'information permet à ce qu'on puisse obtenir ces informations si on le demande, en bonne et due forme. On peut toujours avoir ça dans les différents services. Mais alors, maintenant, en ce qui concerne l'église sur laquelle je me suis appesanti, qui est à Montréal, j'ai posé la question aux membres de cette église-là. Et ils m'ont dit, en tout cas, que jusqu'à présent, ils vivent de cotisations de membres. Ce sont ces cotisations-là qui leur permettent de payer les bureaux qu'ils ont pris sur la rue Sainte-Catherine. Et ce sont ces bureaux-là qui leur permettent aussi, ce sont ces cotisations-là qui leur permettent de louer également le sous-sol d'une église catholique dans laquelle ils se retrouvent pour prier et pour acheter les instruments auxquels j'ai fait allusion ici pour la fanfare. Mais alors, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça pour me dire qu'ils obtiennent peut-être des subventions de l'État. Ça, moi, je ne peux pas l'affirmer, mais ce sont des choses que l'on pourrait toujours vérifier si jamais je vais plus loin avec cette recherche-là. Mais activités lucratives en dehors des cotisations, ils ne m'en ont pas parlé, et je ne pouvais pas non plus, dans mon exposé, mettre ces choses dont ils ne m'ont pas parlé et que je n'ai pas vues. Autrement, ça m'aurait poussé peut-être à aller vérifier. Je ne sais pas si je satisfais à votre curiosité. Alors, pour le monsieur qui m'a demandé combien de natifs est-ce que la mission d'évangélisation a réussi, ça c'est une question vraiment très difficile, mais il faut dire d'abord que le groupe s'est constitué petit à petit de bouche à oreille. Ce sont des gens qui sont arrivés à deux époques différentes et qui, de bouche à oreille, ont commencé à se réunir pour prier, etc. Alors, est-ce qu'ils sont sortis de leur carcan pour pouvoir spiritualiser l'espace public? J'ai posé des questions, ils m'ont dit qu'il y a quelques personnes d'origine zaïroise et congolaise, d'origine congolaise, du Brazza et de Kinshasa, et qui ont adhéré à l'église. Mais je n'ai pas vu, parce que je suis allé quand même quelques fois au culte.
Je suis allé dans le débat qu'ils organisaient, je n'ai pas vu de latino-américains dans cette église, je n'ai pas vu de blancs dans cette église, je n'ai pas vu de gens de l'Europe dans cette église-là. Il n'y a que de noirs, et particulièrement de l'Afrique centrale. Alors, quand je vois l'Afrique centrale, je vois le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa, l'Angola, etc. Et là, ça me ramène directement. Alors, est-ce que les réponses qu'ils m'ont données à propos de cette question, c'est tout de dire que voilà, nous on évangélise par notre comportement. Nous ne voulons pas faire une évangélisation tapageuse comme le font, c'est ce qu'ils m'ont dit, les gens des églises de réveil. Parce qu'il y en a aussi beaucoup sur la scène canadienne. Donc ils m'ont dit qu'ils ne veulent pas faire une évangélisation tapageuse. Eux, ils évangélisent par leur comportement, parce que le code moral de l'église kimbanguiste est très strict. Il faut que les gens le perçoivent. Alors, jusqu'à quel point ils sont arrivés, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai posé la question au chef de l'église, combien de membres ils ont. Ils m'ont dit qu'ils ont à peu près 200 personnes qui arrivent. Mais en tout cas, je n'en ai pas vu deux autres couleurs que la vôtre et la mienne. Alors ça me ramène directement à la question de la langue. Bon, madame, je m'excuse, je veux bien vous répondre en anglais, mais je préfère le dire en français pour la grande salle aussi. Alors, la question de la vernacularisation de la langue liturgique dans les communautés, dans les églises d'obédience africaine, ça, ce n'est pas seulement propre au Cuba.